Le Dieu du sang, ouvre ton micro. Le Dieu du sang, ouvre ton micro si tu es là. Le Dieu du sang, ouvre ton micro. À 500 personnes, on commence le live. Ok. Brian Denis, lance ton appel, tu as monté, Brian. Brian. Allô, oui. Ouais, tu as monté, non, Brian? Ouais, je suis là, merci. Ouais, d'accord, donc continue, commence, continue. Ouais, d'accord. Alors, une fois, j'étais en train de bosser quelque part dans Paris, et puis un Swaka avec qui je travaillais qui m'a montré ta photo pour la première fois. Ah, un soir quand même, un soir comme ma photo. Ouais, ouais. Mais il fait comme ma photo. Non, non, pas. Il m'a dit que vous avez travaillé, dans le temps, vous avez bossé ensemble. Et comme après, il a pris de là que j'étais gourmand, j'étais dans ce mic, c'est là il m'a montré, parce qu'il a dit que je venais de la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là qu'il m'a parlé. Quand j'ai regardé, je dit, mais bon, je le connais pas, mais peut-être que, bon, après. Et il a pris toute la journée en train de me parler de toi. Il disait quoi? Il dit, non, vous avez bossé ensemble. Bon, après, c'est un peu codé, quoi, tu vois. D'accord. Voilà, c'est un peu codé. Et c'est après ça, j'ai commencé à toucher sur les lives, tu vois. Et comme je disais, j'ai parlé des papas, là. La majorité des papas avec qui on travaille, c'était les anciens, les nouveaux gars de la BAE, les premiers gars de la BAE, tu vois. On m'a vraiment donné, mais après, c'était un peu compliqué parce que j'avais trop de traite. Trop. Tu vois, quand je dis traite, c'était un peu partout. Nous-mêmes, à la base, où on était, c'était compliqué, là. C'était compliqué. Et je reviens encore pour dire que, puisque d'habitude, j'essaie de monter sur tes lives, ça ne marchait pas, en fait. Il y a un mec aussi qui avait parlé de. Un jour, tu t'enlèves, tu faisais ton live de. S'il vous plaît, fermez vos micros, ceux qui sont montés là, ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros, sinon je serai obligé de vous faire descendre. Parce que quand vos micros sont ouverts, il y a écho. Je vais saluer Rolling, soit saluer Mono. Voilà. Il a dit partager, max de partage pour toucher tous les monos. Toucher tous les monos. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez le live pour ne plus que ça se coupe. Max de partage, max de partage. Partagez dans tous les groupes. Partagez. Ok. Jeune, tu as la parole. Hein? Il n'y a pas grave. Alors, il y avait l'histoire aussi d'une douterie là, où il y avait. On était d'abord allé en bouclage, tu avais fait une live dessus. Et où les gens, on était confrontés aux hélicoptères de l'ONUC qui tiraient sur nous pour un bouclage qu'on était allé gérer. D'accord. Le premier bouclage, même ce jour-là, on était en patrouille au premier pont. Après, ils nous ont demandé de venir, de rallier l'état-major. Et jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, on a fait un mouvement en douterie au Kafou Diallo. À partir du Kafou Diallo, jusqu'à la voie qui mène en douterie là, et qu'on appelle quoi là, à Zadier là. Voilà, c'est là où on était. Et quand on a appris que c'était pas un bouclage, c'était une affaire de ce que tu sais. Alors, le temps que nous on quitte là, et puis revenir jusqu'au Kafou Diallo pour remonter, c'est là où on a retrouvé le corps des papas qu'ils avaient tués. Ils avaient tué 2 papas et ils avaient déshabillé un parmi eux. Ils l'ont mis à poil. Maintenant, le groupe de. Faut dire ja. D'accord, voilà, ouais, d'accord. Désolé. Ils l'ont déjà. Et on était accompagné par un groupe des papas qui avaient le tornado là, les blindés là. Et ils ont pris ça et ils nous ont couvert parce que nous on était dans un camp. Donc ils nous ont couvert jusqu'à ce qu'on arrive où le corps du papa était. Et ils ont pu récupérer voilà, et puis ils sont barrés avec. Et on sort de là, on apprend que celui qui avait donné l'ordre de ne pas répliquer n'était pas Mangou. En fait, au début, ils nous ont fait croire que c'était Mangou, mais c'était son adjoint, Sako. C'est Sako qui avait appelé. Le même Sako Brice. Bah oui. C'est Sako qui avait appelé. Ndida, Sako Brice. Ah. C'est lui qui s'est fait passer pour Mangou pour appeler les profs qui étaient sur l'autre côté là-bas, de l'autre côté, qui n'est pas répliqué. Je te jure que quand nous sommes arrivés sur le café, j'ai dit, quand tu vois les colonnes des chats qui étaient alignés là, c'est-à-dire, il nous suffisait que pour 10 minutes, on allait broyer tout ce qui était là. Mais, on nous fait savoir que c'est Mangou qui a donné l'ordre de ne pas répliquer. Et c'est après, on s'est rendu compte que c'était pas Mangou, c'était son agent. Et là, moi, j'avais un de mes cadets, un 200, qui était mon cousin aussi, qui avait pris une balle. Il y a plein qui étaient blessés parmi nous là. Mais bon, dis que je reviens pour soutenir un peu ce que tu dis tout ensuite en live, pour dire que vraiment, le combat qu'on a mené là-bas, là, on était en train de combattre même avec des ennemis et puis des amis même qui étaient dans le groupe aussi qui étaient déjà. Mais il ne trouve pas la parole.
Mon petit frère, même père, même mère, il dit bien, mon dernier petit frère, lui, il est rentré dans l'armée à 16 ans. Vraiment bien, hein? D'accord. Mon dernier petit frère, était son nom, c'est un commando. Il était à la première compagnie de combat, c'est un 3000. Tu comprends? Il dit, il dormait en chambre. Parce que lui et moi, on est mono, donc tu comprends? Ouais. Il dit, il dort en chambre, dans les chambres là. Dans la chambre où il dort là, il y a les monos. Tu connais quoi? Tu connais en chambre troupe? Oui, je vois, ouais. Dans les chambres où il dort là, il y a le lit, ils ont divisé la chambre en deux. Un côté c'est RHDP, et puis un côté c'est un côté c'est Fancy. Il y a la même chambre là, donc chacun dort avec son âme. Mais moi, ils m'ont piqué mon kilo. Mais le chef de corps même du premier bataillon d'infanterie d'Akwelo, c'était qui? Lassana Doumbia, rebelle, on dit qu'il est devenu l'actuel chef d'état-major de Côte d'Ivoire, sous Ouattara. Ah, pourquoi ça vous étonne? Le chef d'état-major qui commande à Kwedo, là, lui, il est pour Ouattara. Babo l'a mis à la tête du plus grand camp militaire de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous vous étonnez? On dit qu'on parle de ça, déjà, les fanatiques de Gbagbo ne parlaient pas de ça. Quoi? Nos amis sont morts à cause des erreurs. Il ne faut pas en dénoncer ça. Parce que nous, on aime Gbagbo. On est devenus bêtes, on ne réfléchit plus. Quand on parle de ça, comment tu peux prendre un gars comme ça, un Joule, pour l'envoyer au sommet de l'armée de Côte d'Ivoire? Là où il y a plus d'engins blindés, là où il y a le bébé, il y a le bazar, il y a le BAS, il y a quoi là même là? Il y a la CECAS, il y a la CCS. Toutes les unités sont représentées à Akwedo. Il y a les fantassins. Ce cas-là, quand tu donnes ça à un Joula, aujourd'hui, qui est l'actuel chef d'état-major de Ouattara. Quand on parlait, on dit là, c'est pas quoi ça? C'est-à-dire que vous là, c'est-à-dire que nous, nos amis qui sont morts là, c'est rien chez vous. C'est rien même quoi. Ça vous dit rien même. Donc on n'a pas parlé. Ah, et si vous là, vous êtes content qu'on critique Ouattara, soyez content qu'on critique Gbagbo. Parce que nous, on a perdu des amis, on ne va plus jamais les voir. Hein. Il y a des foyers qui sont brisés à cause des erreurs de nos chefs. Est-ce que vous savez ça? À cause des erreurs de nos chefs, il y a des amis qu'on ne va plus voir. Même leur corps. Moi, il y a des monos, je connais les familles, on n'a pas vu leur corps jusqu'à aujourd'hui. Oui, beaucoup. Hein. Beaucoup de monos sont enterrés au Burkina. Est-ce que vous savez ça? Et puis nous, on est vivants là. C'est une grâce que nous fait. Mon Dieu me fait de parler de mes amis que je ne vois pas. Ça fait 15 ans que je ne vois pas mes amis. Vous comprenez un peu? Quand on parle, non, le moment n'est pas encore choisi. C'est pas que tu n'as pas perdu ton papa, mais ta maman dans cette crise-là, que tu parles comme ça. Sinon, si par les erreurs de nos chefs là, tu as perdu tes parents là, tu n'allais jamais parler comme ça. Tu allais vouloir qu'on dénonce, pour ne pas que demain ça se reproduise. C'est ça. Ouais, comme c'est enfant des autres là, on ne doit pas parler. Et tu ne connais pas la douleur qu'ils ont ressentie. Tu prends un nordiste, on se bat comme les gens du Nord, on se bat comme les rebelles du Nord. Et tu prends un de leurs enfants, tu le mets comme chef de corps au premier bataillon d'infanterie d'Akwedo. Et ça t'étonne que le gars est divisé. Ça t'étonne qu'il ne donne pas d'ordre. Ouais, ça t'étonne. Oh, vraiment. Tu es étonné qu'il ne donne pas d'ordre. Conan Boniface est allé voir le Warriors. Il allait voir chose. Il allait voir chose, comment ça s'appelle même? Doumbia, Lassina. De 8h jusqu'à 15h, il demande à Doumbia de faire sortir l'armée des choses. C'est le chef de corps, tu es d'accord avec moi? Ça lui coiffe toutes les unités qui sont là-bas. Bébé, il coiffe il coiffe tous les chefs de corps. Tu sais qu'il y a un peu d'eau là. À Kwedo là, il y a beaucoup d'unités là-bas. Il y a le bébé, il y a le BAS, il y a le bazar. Il y a moins, je pense bien qu'il y a au moins 5 unités, moins 10 unités à Kwedo. Hein. C'est lui qui commande tous ceux-là. Et tu vois. Maintenant, lui, comment Conan vient le voir pour lui dire, il faut engager tous ceux-là sur le terrain. Il n'y veut pas. Il n'y veut pas. Il n'y veut pas. Conan discutait, lui, de 10h jusqu'à 15h, il dit, il ne veut pas. Est-ce que vous comprenez?
Qu'on a discuté avec lui comme ça, parlé, non, Doumbia, tu sais, il faut faire sortir la... Il ne fait pas. Parce que vous savez que l'armée, c'est les autres, ou bien. Ah ouais. L'armée, pour engager une force terrestre, là, il faut que le chef de corps donne son accord. Mangou a fui. Doumbia, il dit donne pas les ordres. Il est allé au golfe. Sako, le chef d'état-major est traite. Sako, traite. Akwedo, traite. C'est le premier bâton de France d'Akwedo, gros traite. Les bérets rouges, en 5 ans. En 5 ans aussi, où il y a les bérets rouges là, où il y a les zinzins là. Les militaires qui voient les bérets rouges, et puis les gens ils aiment boire coup de coup là, aussi son village là. Eux aussi là, leur patron là, de l'auto, traite. Je te jure. Patron de la gendarmerie, Kassanate, traite. Amichon Edouard, garde républicaine, traite. Sylvain Samba, premier compagnie commando de la garde républicaine, la compagnie la plus aguerrie de la garde républicaine, traite. Le LAS, la force de la garde républicaine repose sur les commandos et puis sur ses chars. Comment ça s'appelle? Quand même Jean-Luc, je ne sais pas s'il est baoulé, ou moins s'il est gourou, lui il traite. Non, c'est gourou, s'il y a bis, c'est qu'il y a gourou, c'est gourou. Traite tous les chars de la garde républicaine. Tous les chars là, ils ont levé les pièces. Mais tu sais que tellement que le général de Gaulle, c'est un stratège, il avait des pièces de rechange. Quand ils ont rechangé toutes les pièces qu'il a enlevées là, il a livré maintenant les chars, les positions des chars, aux élus côté français, où ils sont garés, les itinéraires, ils commencent à livrer tout aux rebelles. Traite! Donc, comment autour de toi, il peut y avoir tous ces gens de traite là? Ça a quel sens? Tout le monde te trahit. Un man béni, il fait la demande, tu as monté. Moi, tout le monde, même RHDP m'a venu monter. Tout le monde. Même RHDP m'a venu monter. Tout le monde monté. On s'est parlé. Bonjour, autorité. Hey, tu vas monter doucement. D'abord, on donne la parole là. Il devait descendre. Hein. Ici, là, c'est Ici, là, c'est la discipline. Hein. Ah! Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Hey, man. Tu as chaud de bagarre de carême là. Il faut monter. Parle. Ouvre ton micro, man. Tu as parlé. Okay, merci, autorité. Pardon, moi, c'est plutôt une question. Vas-y. Une question. Déjà, vous dire merci parce que grâce à vous, nous, on était à Yopougon, mais du côté de la Cité Verte. Donc, on a entendu le combat, mais on n'était pas au feu de l'action vers Koweït, tout ça. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, j'ai un de mes petits qui était sur le front avec vous, qui a combattu à vos côtés, qui a encadré ceux qui étaient du côté de l'Ouest, tout ça. Le lieutenant Sangaré, je ne sais pas si le nom vous parle à l'époque. Non, je ne vois pas de qui ça. Dans quelle unité d'abord? Vous voyez pas, ah, d'accord, ok. Donc, je sais qu'il était sur le front aussi, donc on a, plus tard, quand la guerre s'est arrêtée, il nous a raconté un peu, mais je pensais que vous le connaissiez. Donc c'était pour ça. Non, je le connais pas, D'accord. Sinon, nous, au début de la guerre, on était du côté des cités vertes, et puis ce que vous avez raconté la dernière fois, c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment donné, tout ce qui était vers le corridor de Nyangon, cité verte, là-bas, on a vu les gens en train de courir pour fuir. Et donc, nous, nos parents qui étaient du côté de Nyangon, nous ont dit, venez, ici, c'est sécurisé, tout ça, il n'y a pas de problème, on est bien encadré. Donc, après, on s'est rabattu du côté de Nyangon. Donc, après, là-bas aussi, c'était chaud. Quand ils ont arrêté le président, bon, après ça, on a dit, bon, on retourne à la cité verte, adviendra ce qui pourra, si on doit mourir chez nous, on va mourir chez nous. Donc, en tout cas, je vous remercie parce que grâce à cette page, on apprend beaucoup de ce qui s'est passé dans le feu de l'action à Yopougon. Nous-mêmes qui étions à Yopougon, on était enfermés dans nos maisons. Quand les combats commencent, on se couche, après on se réveille, mais on n'a pas vécu ça tel que vous le racontez. Donc, vraiment, merci parce que ça nous enseigne tout ça. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis monté. D'accord, vraiment. Merci beaucoup, les gars. Merci d'être là aussi. Merci. Et tout là, vous dites que le commandant s'apprête, il va monter dans 5 à 10 minutes, tapoter. Mais hier, ceux qui avaient les yeux de lynx, j'étais là vous dire que le général 2 fois bravo était sur le live. votre héros là, il vous écoutait sur le live. Est-ce que vous savez ça? Même s'il n'est pas monté, il vous écoutait en fait, les gars. Mais comme vous n'avez pas les yeux des monos, vous ne lisez pas les commentaires, vous êtes sur le live là, vous ne lisez pas les commentaires. C'est ça qui vous tue.
Sinon, sinon le général, deux fois bravo était sur le live, les gars. Tu vois? Ah, c'est ça. Vous êtes sur le live, vous ne lisez pas. Lisez les commentaires. Peut-être si vous lisez les commentaires, que vous parlez, peut-être qu'il peut monter. Mais vous ne lisez pas. Voilà, vous ne lisez pas. C'est ça, c'est ça. Moi, il ne faut pas dire au général de monter. Vous êtes civil. Vous êtes civil. Et c'est moi, c'est. Il y a quelqu'un qui dit, il va monter quand encore? Il est monté hier. Si vous n'avez pas écrit, c'est moi qui ai parlé. Moi, je ne vais pas dire au général. Je ne vais pas dire au monter. Moi, je n'ai jamais dit ça. S'il lance la demande, s'il lance la demande, voilà, s'il n'a pas lancé, et s'il est en commentaire, moi je regarde, mais il là vous dit que le deux fois bravo était sur le live. Il entend tout ce que vous dites, les gars. Voilà. Il ne sait pas si ce matin, peut-être qu'il a légué, il dort. Mais s'il monte encore, les yeux, hein, les gars, les yeux, les yeux. Les yeux, les gars. Lisez les commentaires, là, lisez, c'est très important. Là, si vous l'avez capté, là, moi, je ne peux pas dire, si vous l'avez capté, là, vous pouvez dire, ah, vous êtes des chalis, vous pouvez dire, papa, faut monter. Vous pouvez dire, papa, faut monter. C'est vous qui voyez. Là, il peut saluer. Moi, je vous dis, ah, ça, vous pouvez dire, salut, mon général. Là, il peut monter, parce que, bon, franchement, bon. Bref, donc, voilà un peu ça. Hein. Nous, militaires de Côte d'Ivoire, on se bat, on reçoit des ordres. Mais dans tous nos camps, à Kwedo, je vous parle d'une situation que mon petit frère, même père, même mère, il m'a expliqué. Il dit, d'abord à la base, c'était même pas lui qui devait rentrer dans l'armée, puisque lui, il avait 16 ans. Tu vois, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère qui a postulé. Tu vois. Et mon grand frère, lui, il a eu peur. Quelqu'un au goût, mon grand frère, lui, il a eu peur. Il dit, monte pas. Il ne va pas. Donc, c'est comme ça, mon petit frère est parti à 16 ans. Après la formation, tout s'est bien passé. Il était à Kwedo. Mais il dit que quand le RHDP a été créé, et puis quand j'ai envoyé, comment il s'appelle, Lassina Doumbia, ça a cassé carrément le camp d'Akwedo. Tu prends un Djoula, un gens du Nord, un gars du Nord. On ne connaît pas les relations. Les gars, tapotez s'il vous plaît, pour ne pas que le live se bloque. Tu prends un gars du Nord, on se bat contre les rebelles du Nord. Il met toute sa famille au Nord. Et puis, ils sont de lutter pour voir toi. Et puis, toi, tu prends un de leurs enfants que tu nommes sur le plus grand camp militaire de Côte d'Ivoire. Akwedo, le premier bâton d'infanterie d'Akwedo, c'est le plus grand camp militaire de Côte d'Ivoire. Toi, tu mets là-bas un nordiste à la tête. Aujourd'hui, ce nordiste-là, il était d'abord, quand Ouattara a pris le pouvoir, Ouattara lui a donné les forces spéciales. Je rappelle que les forces spéciales là n'ont pas été créées sur Ouattara. Parce qu'il y a des gens, il y a vu un commentaire, j'ai un gars qui est en train de vociférer sur la toile. Oh non, que Doumbia Lassina, il connaît son travail, c'est pourquoi Ouattara l'a pris, et puis il a créé la force spéciale. Je rappelle à tous mes auditeurs, la force spéciale de Côte d'Ivoire n'a pas été créée sur Ouattara. La force spéciale de Côte d'Ivoire a été créée sur le président Laurent Gbagbo, qui a été confié au capitaine Zadi. Et même quiconque au défi ne pouvait le contraire. Mon petit frère, même père, même mère, il n'est pas la force spéciale. Il est venu prendre ma paire, si tu veux, il est venu prendre il y a une paire de caisses synthétiques qu'il prenait pour jouer le ballon. Donc, il est venu chez moi, il m'a dit, grand frère, on m'a affecté à la force spéciale. Il y a une unité qu'ils ont créée, c'est la force spéciale. Donc, on nous empêche de venir à la maison. Ils ont mis tout à notre disposition. On joue ballon chaque matin. On ne sort pas du camp. On est là pour intervenir. On joue ballon chaque fois. C'est comme ça, mon père m'a dit, que ça a été confié au capitaine Zadi. Seulement que ils n'ont pas eu de prime. Et puis, c'était pas, si tu veux, c'était pas trop médiatisé comme Ouattara. Ouais, ils n'avaient pas l'équipement adéquat, en fait. Puisque Gbagbo, dans sa tête, il ne voulait pas faire la guerre. Lui, il se dit que, oh, je donne l'argent aux rebelles, je paye les militaires de la rébellion, et ils ne vont pas vouloir se battre, ils vont voir ma bonne foi, aller aux élections, compter les voix. Donc, le président Gbagbo, lui, il est parti sur la bonne foi. Il est parti sur la bonne foi, mais malheureusement, tu es en face de toi. Non, je ne sais pas, tu es en face de toi des gens qui n'ont ni foi, qui n'ont pas. Voilà, tu es en face de toi des gens qui ne respectent rien, en fait. Vous comprenez? Qui ne respectent rien.
Il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait monter là. Bon, Delta va monter d'abord. Qu'ils ont ni foi. Ils n'ont pas de foi, en fait. Vous comprenez un peu? Sinon, fermez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, la force spéciale n'a jamais été créée sur Ouattara. Jamais. Puisque mon petit frère, même père, même en faisait partie. Tout ce que Ouattara fait aujourd'hui là, c'est photocopie du président Laurent Gbagbo. Quand tu prends le SECOS avec le CCDO, c'est la même mission. Rien n'a changé. Rien. La seule différence, ils ont une prime et puis ils sont mieux équipés que le CCDO. Quand tu prends les forces spéciales de Ouattara et puis de Gbagbo, c'est Gbagbo qui a créé la force spéciale. Mais Ouattara, à son temps, il n'est pas en guerre, mais il a mieux équipé les forces spéciales que le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les forces spéciales, ils ont une prime et ils sont formés au Maroc. Voilà la différence. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Quand tu prends le ANC, Agence nationale de statistique et d'intelligence, le service secret de la présidence a été créé par le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si c'est par lui, mais moi, c'est si Gbagbo que j'ai connu le service, c'est ce qu'on appelle ANC. On dit Ouattara est venu ajouter dans ANC là, avant c'était A-N-S-I. Ouattara pour lui là, il est venu mettre un autre S encore, il y a 2 S dans pour lui là. Mais c'est la même mission. ANC avant c'était Alliance nationale de statistique et d'intelligence, c'est ce qu'on appelle le service secret de la présidence. Ouattara est venu ajouter S. Donc pratiquement, Ouattara n'a rien créé. CCDO a remplacé le SECOS. La force spéciale, ça existait déjà. Vous comprenez un peu? C'est un copier-coller. Merci, mon frère. Donc, voilà un peu ça. Comment on s'est battu. Avec tout, j'ai dit 90% des officiers ont trahi. On dit les Kouyaté, c'est là-dedans on voit venir à la présidence, là, les officiers de la police, là, ils venaient traîner au palais présidentiel chez le général Dobo là-bas, chercher des promotions. Ils venaient avoir des promotions, des postes. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un qui m'a écrit hier, qui est le petit-fils de Kassaraté. Il veut savoir vraiment si son grand-père, lui, a trahi. Il a dit, moi, si on me disait que Kassaraté allait trahir, il n'allait jamais croire. Si on me disait que Kassaraté, Tiapri, Edouard, allait trahir, il n'allait jamais croire. En même temps, le président Laurent Gbagbo, il a semblé de réfléchir. Mais, moi, j'ai causé avec Kassaraté, j'ai eu la chance. Non, c'est pas quelqu'un fumé qui gérait l'AMC, hein. C'était le colonel Lorignon, il est mort maintenant, paix à son âme. C'est pas quelqu'un gérait la garde républicaine de Trècheville. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance, Dieu m'a fait la grâce d'approcher Kassaraté. Il y avait ma promo Taïe Eric, paix à son âme, qui a été déjà égorgé par les gens de Chérif ou par les gens de Kone Zakaria, à Mosikro. Lorsqu'ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo, eux, ils rentraient à Yopougon. Ils sont tombés dans une embuscade. Mais avant ça, nous étions au palais présidentiel. Si vous remarquez bien les photos du général Kassaraté Tiapri Edouard, vous allez voir ici un brevet de guerre. C'est elle. Avec une tête de quelqu'un, il y a 2 ailes, puis la tête d'un animal au milieu. Voilà. Taï, oui, mon frère, Taï est décédé. Diata Monique, soit un début de la position. Maman, bonne fête des mères à toutes les mamans sur le panel. Bonne fête des pères, bonne des mères à tous les mamans sur le panel. Voilà. Donc, c'est comme ça, grâce à Taï Eric, moi, j'approche Kassaraté Tiapri Edouard. Parce qu'on était à la garde, et puis il y a eu vol de pistolets. Parce que le chef de force, quand nous sommes à la garde, il y a un pistolet. Dans ce jour-là, il était saoulé, il a perdu son âme, en fait. Donc, lui ne peut pas dire qu'il est saoulé. Donc, forcément, il était saoulé, il allait boire, et puis ils ont volé son âme au magasin Maki là-bas à l'ONU. Donc, lui ne peut pas dire qu'il est saoulé. Donc, il faut mettre ça sur les gens, en fait. Et c'est comme ça, il va mettre. Non, ils ont volé son âme au camp. Vous comprenez? Donc, quand on fait les enquêtes, la garde, lui cherche un élément là-bas qui va mettre sur lui. Donc, d'après eux, ils ont fait des médicaments, c'est Taï s'est attrapé. Taï aussi, lui, son nom, c'est Kassaraté Tiapri Edouard. Donc, c'est comme ça, Taï, il vient au palais présidentiel, il me trouve au service technique. Il me dit la classe. Il voit mon nom. Donc, le mot, c'est technique. Pour ça, il connaît ce palais présidentiel. Il y a un petit escalier dans le palais présidentiel. Quand tu descends sur le terrain technique, donc, moi, il y a des gardes ce jour-là, il était en haut là. Donc, Taï Eric tombe sur moi. Il me voit ton nom qui est arrêté là-bas.
Quand on partait, on t'a arrêté. Il avait même peur même des partis. Donc, on s'est arrêté quand on le regardait. Donc, quand à l'époque, Kassarat était colonel, quand il a vu qu'on le regardait, il a dit soldat, venez ici, pourquoi me regarder? Et non, mon colonel, on discute entre nous. On aimerait savoir l'insigne qui est sur ta poitrine, c'est quel insigne? C'est là, il a dit, c'est un brevet de guerre. Et puis après, il a commencé à se dire, nous, on lui a rien demandé. Il m'a dit, voilà, on lui a dit, voilà, qu'ils ont volé une arme, qu'on l'accuse, tout ça. Ils ont volé une arme, qu'on l'accuse, tout ça là. Donc, maintenant, le colonel, qui est devenu général plus tard, nous explique que non, le palais présidentiel, c'est un sac de crabes. C'est un sac rempli de crabes poilus, que chacun se mord pour avoir des postes. Que lui-même, Kassaraté Tiapli Edouard, est des camps du président de la République, commandant militaire du palais présidentiel. Il a été auditionné pendant près de 4 heures de temps parce que lui, on dit qu'il veut tuer Gbagbo, il veut faire coup d'État. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein, c'est Kassaraté lui-même. Voilà. Il ne me rappelle pas du jour, c'est que moi, il m'a parlé. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, on s'est laissé. On s'est laissé. Mais quelques années plus tard, Kassaraté a été nommé chef d'État major de la gendarmerie. Il a été nommé commandant supérieur de la gendarmerie. Mais comment comprendre que Kassaraté, toi, c'est ton ami qui est Gbagbo? Parce que quand on dit qu'on est aide de camp, là, ça veut dire quoi? Aide de camp, là, ça veut dire que c'est lui qui s'assoit derrière Gbagbo. C'était Kassaraté. C'est lui qui parle dans les oreilles de Gbagbo. Si Gbagbo a soif, là, c'est lui qui donne l'eau à Gbagbo pour boire. Tout ce que Gbagbo touche, ça passe quand même de Kassaraté d'abord d'arriver chez lui. Kassaraté, c'est lui qui organise tout. Déplacement de Gbagbo, dans quel motif Gbagbo va monter, il organise, lui, il est l'aide du camp du président de la République. C'est lui, Gbagbo lui dit, va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Comprends un peu? C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Moi, c'est déjà mort, hein, vos menaces là. Moi, c'est déjà mort, vous savez pas ça. Ne vous fatiguez pas. Moi, c'est un cabri mort. Moi, dans ma tête, j'ai déjà accepté la mort. Moi, c'est comme Thomas Sankara. Vos histoires, il y a trop de rebelles sur ton panel là. Faut arrêter de parler là. Faut toi qui écris les commentaires là. Si tu écris ça, quoi, tu bloques. Silo la rafale, fais ta demande, tu as monté la classe. Silo la rafale, fais ta demande, max de partage pour toucher tous les monos en exil. Vous venez témoigner sur ce panel là. Vous ne partagez pas, ça c'est bloqué. Les gars, max de partage. Je veux un max de partage pour toucher tous les monos en exil. La classe, Silo, fais ta demande, tu as monté. Vous comprenez? Moi, tu as dit, tous ceux qui écrivent qu'ils vont te tuer là, moi, c'est déjà mort. Hein. Moi, considérez que moi, ma grande, c'est elle parle plus de moi. Attends. Je dis quelque chose, pardon. Il faut leur dire que nous tous, on est déjà prêts pour mourir. Donc, là, maintenant, ça ne nous effraie pas. Voilà. On est déjà prêts, mais on s'est déjà prêté. Ok, donc, moi, Bobby, moi, à Paris, c'est pas de camarade. Tu me méfies, pas de camarade. Tu m'as déjà parlé quelque part? Non. D'accord. Moi, quand il sort de ma maison, là, et si il sort, moi, il sort à 5 h du matin, c'est déjà prêt. Non. Il rentre aussi ici prêt. Quand il rentre là, ici chez moi, il mange, il dort. Point. C'est trop fait. Il mange, il dort. Quand je sors ici prêt, moi, dans ma tête, là, il a déjà accepté la mort. Moi, j'ai déjà accepté. C'est quoi? Moi, mon vieux père, l'homme qui est resté sur la terre, là, l'homme avec qui, mon vieux père, là, s'appelle Pichichi. L'homme qui est resté sur la terre, là. Il quitte encore du voile, il vient me trouver en France. Il dit, mon petit, il était pas. Il dit, viens, puis il t'écoute. Il commence à bavader quand, non, tu sais, politique là, c'est vrai, tu es dans l'armée, tu es dans la guerre républicaine. Gbagbo, t'as rien donné. Petit, pense à tes enfants. D'accord, c'est calmé. Pense à tes enfants. Oh, mon chien. Il a tout dit. Il parle de quelqu'un. Quand moi, je devais venir en France, là, il a compté 500 000, puis il m'a donné. Écoutez fort, hein. En 2000, je suis venu payer en 2018. 2018. Il se passe en 2021, en décembre 2021, qu'il s'est retourné au pays. Donc, qu'elle devait revenir là. Il a fait mes courses, puis il a approché mon vieux père. Et vieux père, moi, il doit payer mon billet d'avion. Il m'a demandé ça fait combien? Il a dit 300 quelques mille.
Vieux père, il m'a donné rendez-vous d'un maquis. Il a compté 500 000, puis il m'a donné. Côté fort, hein. Donc, si ma première page, qui a commencé à faire les vidéos pour dénoncer, là, vieux père, là, il a pris son avion en Côte d'Ivoire. Il dit, moi, mon vieux père, la Pichon, on joue ballon ensemble. Il a pris son avion en Côte d'Ivoire, il m'a trouvé en France ici. Ce jour-là, il est temps de faire la sécurité. Il a pris le taxi. Enfin, moi, il est arrivé. Il s'est assis. Il dit, non, vieux père, ici, des services, mais assieds-toi. Il est fini à 10h. Viens là, m'appeler, on allait s'asseoir dans un restaurant. Petit, tu sais, pense à tes enfants. Hein, vraiment, tu es à la prison, tu as rien eu dedans, tes amis sont déjà, toi aussi, tu as venu. Il a bavardé dans mes oreilles. Il dit, vieux père, compris. Il est parti le lendemain, il accompagne à l'aéroport. Bon, en tout cas, on a tourné. Quelle était la vidéo? On a tourné. Quand il est parti, quand il est mis dans l'avion net, le soir, il fait vidéo. Lui et moi, on ne se parle plus qu'aujourd'hui. Ma grande sœur, même on ne se parle plus. Mais, c'est-à-dire que mes enfants, les mamans disent, faut pas, ils vont parler moi parce qu'on peut les dire. Donc, eux là, vraiment, ils ne me parlent plus. Est-ce que vous comprenez un peu même? Est-ce que vous comprenez même? Ils ne me parlent plus. Moi, il y a un fils sur la terre, il ne me parle pas. Et sa maman est policier. Elle lui a dit de ne pas me parler. Donc, lui, il ne me parle pas. Parce qu'elle, c'est pas si elle est RHDP ou quoi, c'est qu'elle suit, elle est policier. Est-ce que vous comprenez un peu? Ah ouais. Mais on a l'air ça. C'est la fin qui justifie les moyens. Donc, vos menaces de Ouattedja, moi c'est déjà moi. Ah, celui qui est chez Gbagbo, qui n'a pas encore accepté la mort, c'est qui ne suit pas Gbagbo. Et Gbagbo là, tous ses frères ont été déjà. Vous savez, tu ne connais pas. Gbagbo là, c'est Dieu qui le protège. Hein? Sinon, regardez tous les gars de Gbagbo, tous ces frères qui ont commencé la lutte là, il n'y a pas. Les appartements, son Jibo, appartements Sangaré, les Tagil Lula, les Dali au blé, les Poga Doudou, et tout cela, ja. Eh, Gbagbo là, on ja, hein, je vous dis en même temps, hein. Donc, si tu n'es pas prêt, il faut avoir un moral d'acier. Hein. Pour avoir un moral d'acier, pourquoi on te ja, pourquoi on te torture là? Qui dirait Gbagbo? Moi, je dis ça tous les jours, pour mes amusements. Qui dirait Gbagbo? Si tu n'es pas prêt qu'on t'attrape, qu'on te chicote, qu'on te frappe, qui dirait Gbagbo? Parce que la vérité là, moi je me rappelle un jour, arrivé à deux, il y a un jeune, peut-être les filles vont se reconnaître. Elles sont 4 jeunes filles, des go Dida. Elles ont studio, elles ont fini à se prostituer. Un petit frère de 15 ans, tellement il est parlé la vérité, il est, oh, arrêtez ça, oui, changez les gars. C'est pas lui là, vous découchez, vos gars, j'ai oublié de mentir que. Il dit, un matin, ils ont groupé sur l'enfant. Les 4 filles, elles étaient en train de frapper l'enfant, puis moi, il passait. Et vous savez ce que l'enfant a dit? Il dit, grand frère, elle me frappe parce que si comme Gbagbo, il dit la vérité. Quand il a dit ça là, il a tiré dans le main de ses soeurs. Parce qu'ils sont partis. Elles ont compris. Donc, c'est pour dire que nous là, on est déjà prêts, on est déjà accepté la mort. On est déjà, moi, c'est mon corps que vous voyez là. C'est mon corps. Là, vous voyez mon corps aussi. Si moi, je quitte Gbagbo, si vous voyez mon corps à l'homme, tirez ça mettre au soleil. Les gens vous disent, le jour on me tue, on me déjà, qui vient vous demander l'âme pour m'enterrer, ne connaissez pas. Vous ne dire rien. Des gens qui nous savaient 25 ans, on est eux, ils ont arrêté. 25 ans. Moi-même, là, si je quitte Gbagbo, puis même chez Ouattara, il va m'accepter comment? Non, jamais. Voilà. Quelqu'un savait 25 ans le poursuit. Il va l'accepter comment? Après, tu sais que c'est ce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compréhension. Ils ne savent pas que, avec ce monsieur-là, soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Et quand tu n'es pas avec lui, là, il faut prouver que tu n'es pas avec lui. Tu vois? Donc, voilà, pour ceux qui voulaient savoir, ma classe Taï Eric. Quand j'ai attrapé le président Laurent Gbagbo, Taï Eric, c'est un élément, on l'appelle Marina. Lui, c'est un buveur de Koutoukou. Il fait trop rire, c'est un petit guerrier. Quand Taï Eric est là, il y a la joie au camp. Il va nous faire rire quand fatigué. Nous, à la base, nous, dans nos toilettes, là, les toilettes de la gare républicaine, là, c'est pas les toilettes individuelles. C'est une grande salle, il y a les pompes en haut pour l'eau coule. Oui. Donc, on peut se laver à 10-15. Donc, quand Taï Eric rentre là, son affaire de contrôler le bangala des gens, il va regarder tout le monde, les bangalas, il va commencer à rire, oh, lui, la petite qui dit, la petite. Donc, c'était quelqu'un qui mettait l'ambiance. Et puis, il aimait boire Koutoukou.
Et puis il est chaud, chaud. Nous, à 4 h du matin, lui a commencé à crier, chanter. Lui, il est tout le temps premier à se réveiller. C'est un mec qui dort. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Le président Laurent Gbagbo a demandé au général de dire aux éléments de baisser, d'arrêter la guerre. Vous voyez? Donc, c'est comme ça les tailles Eric là. C'est comme ça les tailles Eric là. Et ils ont pris une 4-4. Mais l'erreur, c'est que la 4-4 là, nous on avait déjà arraché ça dans la main des rebelles à la forêt du Banco. Il y a eu un combat là-bas. On est surtout sûr, on les a goués, on a pris la 4-4, on a venu au camp, c'est la 4-4 qu'on tournait. C'est dans le même 4-4 là, les rebelles cherchaient la 4-4. Et eux, ils ne voient plus les éléments qui sont dans la 4-4. Donc, c'est la même 4-4 là que les tailles Eric là, ils ont pris pour vouloir sortir du plateau en fait. La 4-4 est recherchée. Et puis, parmi nous au plateau, même, il y avait des rebelles. Quelqu'un dit rebelles. Il y avait des, à la guerre républicaine, je vais vous dire qu'au plateau là, je vais vous dire, 30% de l'effectif de la guerre républicaine étaient des gens du Nord en fait. 30 à 40% des éléments de la garde républicaine étaient des gens du Nord. Elle est baoulée. Ils pouvaient faire, si vous voulez, baoulé, Nordis, et puis Yakuba. Et ils pouvaient faire, si vous voulez, ils pouvaient faire 30-40% des éléments de la garde républicaine. L'effectif, ouais. D'effectifs. C'est-à-dire, imagine-toi, dans une caserne, on a 40% de traites. Donc, le véhicule là, dis au commandant de faire sa demande, s'il te plaît. Rocky, dis au commandant de faire sa demande, il va monter. Il y avait un Sem, c'est pas qu'on dit Sem qui était à la guerre. Ah, je le connais bien, le PA de lequel. Attends, monsieur, pardon, s'il te plaît. Demande au commandant, il y a un commandant qui est prêt, qui veut monter. Demande au commandant de faire sa demande, il va monter. Je ne sais pas si quel nom il veut monter. Demande au commandant de faire sa demande, il va monter. Je ferme vos micros, s'il vous plaît. Il y a le commandant Diagoné, dit, OK, il va monter. Voilà, le commandant est monté. Voilà, donc il fait monter le commandant. Donc, OK, le commandant est monté. Donc, voilà un peu ça. J'ai terminé je termine et puis je fais monter le commandant. Voilà. Les gars, soyez disciplinés. Hein. On a un commandant qui est sur la plateforme. Donc, soyez très, très disciplinés. Ceux qui parlent en même temps, là, on ne parle plus. Ceux qui donnent la parole au commandant. Normalement, tous les monos qui sont sur la plateforme doivent présenter armes au commandant. Et c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est, c'est le bras droit de Bison. Quand on dit Bison, pour ceux qui ne savent pas, c'est ABI. Voilà, c'est le bras droit d'ABI. C'est lui qui assurait la sécurité d'ABI. Tous les déplacements d'ABI, tout ce qui est ABI, là, si tu vois le pied de Bison, tu vois son pied. Donc, il est là. Donc, vraiment, silence radio. Donc, je termine cette histoire de mes promos, comment ils ont été déjà. Donc, la 4-4 était recherchée. Donc, c'est comme ça. Et ils prennent la 4-4 avec, bon, on au palais présidentiel. Vous savez, au palais présidentiel, là, c'est la plus grande banque de Côte d'Ivoire. Je ne témoigne pas qu'ils ont pris l'argent, mais je n'étais pas là. C'est que j'aurais appris que les 4-4 étaient chargés de biens matériels, c'est-à-dire télévision, ordinateur, habits. Il y avait plein de choses. Tapoter, mettez le cœur, sécuriser le live, s'il vous plaît. Nous sommes 1000 personnes actuellement. Tapoter, voilà, tapoter, on va arriver à 1500, 2000 personnes. Tapoter, mettez le cœur, sécuriser le live. Après vos questions, vous allez poser au commandant. Donc, voici comment ils sortent du palais présidentiel. Ils étaient au nombre de 5. Et en partant, ils prennent un civil sur la route. Ils sont en train de partir. Et puis, il y a son téléphone sonne. C'est un petit BT. Son téléphone sonne. Donc, il décroche le téléphone. C'est son papa qui est au téléphone. Son père lui dit, comment tu vas? Ça va au plateau? Il dit oui. Il dit, mais papa, je m'apprête à venir à Yopougon. Je suis dans le véhicule avec mes amis. On rentre à Yopougon. Son papa lui dit au téléphone, descends. Je ne vais pas te voir, Yopougon. Descends du véhicule. Écoutez fort, hein, quand Dieu veut te sauver. Il descend du véhicule. Donc, il y a un autre qui prend sa place. C'est lui-même qui m'a expliqué. Je prie Dieu qu'un jour, il monte sur le panel, il va vous expliquer. Donc, il descend sur le panel. Il descend du véhicule et il y a un autre qui prend sa place. Ils arrivent au niveau de Mosikro. Arrivé à Mosikro, il y a une première roquette. C'est une manière de tirer la roquette. Quand ils veulent vous tuer, quand ils veulent vous tuer sur le coup, il y a la manière de tirer la roquette. Quand on veut vous prendre blessé aussi, il y a la manière de tirer la roquette.
Donc, eux, ils ont décidé d'immobiliser le véhicule. Je rends hommage à Loïdré, à Taïerik, à Major Gestion, à tous ces jeunes de la garde républicaine qui sont tombés ce jour-là. Il y avait cessé le feu. Ils rentraient à la maison, je précise. Et les éléments de Kone Zakaria ont envoyé une première roquette. La roquette est rentrée sous le véhicule. Et ça a explosé. Donc, l'onde de choc a soulevé la voiture en l'air. Et quand ça a fait tomber la voiture, boum, vous connaissez le choc. Les monos n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Ils venaient de tomber dans une embuscade. Ils n'ont pas eu, puisque la voiture était chargée, ils étaient en surcharge, donc ils n'ont pas eu le temps de réagir. Et c'est comme ça. Les éléments de Kone Zakaria sont venus les attraper. Ils étaient, je répète, ils étaient tous vivants. Aucun n'était blessé. Je répète, on dit à Eko, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'écoute, on t'entend. Moi, je t'entends bien. Donc, il y a un écho. Fermez vos micros, je ferme ton micro. Voilà. Donc, ils étaient tous vivants quand ils ont été capturés. Ils étaient avec un civil. Donc, c'est comme ça, ils ont été attachés. Ils ont une manière d'attacher les gens. Quand ils veulent t'égorger, là, ils t'attachent comme ça, les mains dans le dos. Et puis, quand ils t'attachent là, tes pieds là, ils croisent tes pieds comme ça par derrière. Tes pieds sont croisés. Et puis, ils prennent la corde qui a attaché ta main dans ton dos là. Ils prennent la même corde là pour attacher tes pieds. Puis tes pieds, puis tu assises tes pieds, tu assises tes fesses. Donc, ils prennent tes pieds là, ils croisent ça, et puis on te demande de t'asseoir sur tes fesses. Et puis, ils prennent la corde qui relie tes mains pour attacher à tes pieds. Et puis, ils serrent ça de telle sorte que quand tu veux te lever, ça tire. Et quand ça tire, ton cou devient comme ça. Ton cou est exposé à leur couteau. Et c'est comme ça, ils ont passé au fil du couteau tous les éléments de la garde républicaine qui ont été capturés. Vivant, le dernier qui a été déjà, c'était dans ma classe, Taï Eric. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à chanter, louer le Seigneur. Ils ne l'ont pas laissé. Ils l'ont déjà. Il jouait même la comédie. Ils l'ont déjà. Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a raconté. Nous étions au mar, à Trèche, au plateau. Et puis, Kone Zakaria est venu avec les vidéos. Puis il montrait. Et puis ça riait. Vous n'avez pas dit que vous êtes fou, vous n'avez pas dit que vous êtes têtu, vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Les gens qui rentraient chez eux, parce qu'ils avaient déjà attrapé le président. C'est comme ça. Taï Eric, voilà l'histoire de ma promo, Taï Eric et de mon cadet, Loïdré. Voilà comment les gens ont été tchas. Et pour ne pas qu'on les accuse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur corps pour aller jeter à Adjamé, au marché d'Adjamé. Et c'est comme ça, une voisine qui partait au marché, elle a reconnu le cadavre de Loïdré. Elle a appelé sa femme pour dire le cadavre de ton mari est là. Loïdré, un jeune de 25 ans qui était arraché à la vie, il laisse derrière lui un enfant. Sa photo même est dans mon téléphone. Sa femme s'est remariée. J'aurais appris qu'elle a accouché. Voilà comment se sont comportés les rebelles dans la crise. Et que l'âme de mes patrons, de mes cadets qui sont tombés au champ d'honneur repose en paix. Je vais parler aussi de Tchekoura, le boxeur de la guerre républicaine. Jusqu'à aujourd'hui, son corps n'a jamais été retrouvé. Jamais. Il partait prendre son argent à la banque. Il y a eu cessé le feu, ils ont attrapé Gbagbo. Oh, on dit ralliement. Il a même fait son ralliement. Il est parti prendre son argent à la banque. Il ne sait pas, ils étaient 2 ou 3. Une 4x4 à carré. Il se reproche rien. Il est monté. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il n'a pas de ses parents, n'a pas fait son deuil. Sa femme n'a pas fait son... Il était marié légalement. Tchekoura, c'est un but, c'était un Yakwamo guéri. Un homme sans histoire. C'était mon cadet. Bien qu'il avait la force, bien qu'il savait se battre, puis il faisait la boxe, je ne l'ai jamais vu se battre au camp. Jamais. Tout le temps souriant, tout le temps en train de se moquer. Voilà comment nos éléments sont tombés. C'est pourquoi nous on dit, on va rendre hommage à tous ces éléments-là qui sont tombés dans la fleur de l'âge, qui ne sont pas tombés au combat, parce que l'ennemi même ne peut pas nous affronter au combat en fait. Ils nous connaissent, on se connaît entre nous. Que ce soit les traits de la garde républicaine,
quelles sont les lois de la guerre républicaine. Nous tous, on se connaît, on sait qu'il partait en formation. Nous savons qu'il partait faire les formations les plus aguerries. Le général Delta, 2 fois bravo, misait sur la formation des éléments de la guerre républicaine. C'est pourquoi il a créé le centre commando de la guerre républicaine qu'on appelle affectueusement Akakuro. Ça a été créé par le général Dogo Blé Bruno en son temps. Donc, attraper déjà un élément de la guerre républicaine au combat. Il faut préciser, il faut dire bien, j'ai vu, il faut préciser. C'était vraiment, en tout cas, il n'y a pas eu, je répète, il n'y a pas eu un élément de la garde républicaine qui est tombé au combat. Ça n'existe pas. Même dans les dernières heures, avec le président Laurent Gbagbo, ceux qui étaient là, nous qui étions là, il n'y a pas un qui est tombé. Mais l'ONU, comme ils ont vu notre courage, ils nous ont sécurisés. Que Dieu vous bénisse, les gars, de là où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Et que votre âme repose en paix. Votre merci ne finira jamais. Parce que si aujourd'hui, moi, je suis en vie, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui protégeait mon dos. Mon côté gauche, mon côté droit. Il y avait des gens qui ont protégé mes flancs. C'est pourquoi moi, je suis là devant vous pour rendre un vibrant hommage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles, vos enfants. Les gars, je vais passer la parole au commandant. Alors, comme je disais, c'était un proche du commandant Abbaye. Il est là. Voilà, il est là. Donc, je vais lui passer la parole. Je veux un silence radio total. Un silence radio total sur le panel. Tapotez, partagez. Nous sommes à 1200 personnes, à 500 cœurs pour saisir le panel. Mettez les cœurs, invitez vos amis, mettez les cœurs, invitez vos amis. Je vous dis, moi, ma page n'est pas monétisée. Je ne cherche pas vos cadeaux. Je n'ai pas besoin de ça. Tapotez, partagez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Sécurisez le live, parce qu'il ne faut pas ça se couper. Hier, on était à près de 1500, le live s'est coupé. Il est lancé à 2 ou 3 reprises. Ça s'est bloqué, je suis allé dormir. Aujourd'hui, là, on est live à 20h, même 22h. Tapotez, partagez le live, invitez vos amis. Moi, je ne m'inscris pas dans une quelconque vengeance. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà. Moi, je ne m'inscris pas dans une quelconque vengeance. Nous, on veut la paix au pays. Mais si les gens veulent nous assujettir, si les gens veulent par quelle magie se maintenir au pouvoir, en tout cas, ils nous trouveront sur leur chemin. Moi, il n'ai pas passé toute ma vie en exil. Voilà. Donc, c'est ça. Mon commandant, vous pouvez ouvrir votre micro, vous avez la parole. Donc voilà, j'ouvre votre micro, vous avez la parole. Hein. Ok. Allô, vous m'entendez? Moi, on vous entend très bien, mon commandant, on vous entend très bien. On vous entend très bien, mon commandant, on vous entend très bien. Merci. Bon, ben, d'entrée de jeu, je tenais vraiment à m'excuser pour le faux bond de la dernière fois, qui était dû à des raisons professionnelles. Et donc, le panel s'est déroulé sans moi. Donc, du coup, vraiment, je tiens beaucoup à m'excuser et à vous demander pardon pour cette absence injustifiée. Voilà. Parce que, étant mono, on peut pas manquer une séance sans se justifier. Et donc, avec tout le respect que je vous dois, je tiens vraiment à vous présenter toutes mes excuses, à vous demander pardon pour le faux bond parce que c'était une raison professionnelle. J'étais vraiment obligé de m'absenter pour le travail. Donc, c'est pour ça que je vous demande vraiment pardon pour cette absence-là. Voilà. Et donc, si je suis pardonné et si je suis excusé, bon, ben, on va continuer. Non, voilà. Vous êtes pardonné, excusez. Voilà. Vous êtes pardonné, excusez. Voilà. Les héros, tu es un héros du pays. Tu es un héros du pays. Voilà, tu es un héros. Merci. Héros. Merci. La guerre a commencé depuis 2000. Tu étais là. Ouais. Voilà, on dit il y a écho. On ne sait pas si ton téléphone est si haut-parleur. Non, il y a écho dans ce que je dis là. Bon, attendez, je vais c'est bon. Ouais. Non, il y a écho. Il y a des échos? Oui, il y a des échos. Bon, attendez, je vais rectifier le tir alors. Et là, ça va? Allô? Voilà, Oui. c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon? Là, c'est bon. Voilà, donc, mon commandant, j'étais disant que tout ce que vous avez relaté là, il y a des gens qui sont rentrés dans mon inbox. Allô, tu m'entends? Je vous entends parfaitement, hein.
Voilà, mon commandant. Je vous Donc, tout entends. ce que Ouais. vous avez relaté là, il y a des gens Oui. qui sont entrés dans mon inbox. Oui. Tout ce que tu as dit, si le gars qui était allé chez Femme dormir dans son char, là, ils ont Oui. dit les mêmes choses. Oui. Mais moi, je leur pose la question. Oui. Vous attestez que le commandant dit là, mais pourquoi vous-même, vous ne venez pas témoigner sur le panel? Oui. Il dit non, ils n'ont pas de courage. Ouais. Ouais, il faut Il dit, comprendre, il faut comprendre non, leur position. Ouais, tout non, dépend de leur position. non, Voilà. non. Mon commandant. Tout dépend de leur position et tout dépend de. Demain, Ouais. quand Ouais. ça va changer, Ouais. ils vont vouloir manger ou avoir le même grade que vous. Je sais pas si. Parce que tu sais, aujourd'hui là, les gens Ouais. se plaignent des grades de chez Ousmane, des Ouais. Kono Zakara là. Mon Ouais. commandant, entre nous, Ouais. est-ce que c'est pas normal? Ouais. Entre nous, mon commandant, est-ce que c'est pas normal? Oh, ils savent pas lire. Hein? Ouais. Mais si les gens qui savent pas lire ont frappé les gens qui savent lire. Ouais. Bon, il y a une certaine logique dans. Voilà, il y a une certaine Oui. logique dedans. Voilà, il y a une certaine logique. Si Mangou Ouais. même il a peur, si Mangou même qui est chef d'état-major, il a peur des gens qui savent pas lire. Mangou qui sait lire là, lui il a 5 étoiles ici. Le seul général qui a 5 étoiles, lui il Ouais. a peur des rebelles qui savent pas lire, qui n'ont aucune formation d'officier. Ouais. C'est Vous ça. voulez quoi? Ouais, effectivement, Je vois effectivement. des gens pleurer, qui non, c'est pas normal. Que pourquoi ils ont donné, il y a un ferré qu'on a donné le lieutenant. Ouais. Mais ferré le lieutenant, il était dans le commandeur invisible, non? Ouais. En Il a fait, mérité non. sa place. La place se mérite. Ouais. Dans une certaine logique, oui, effectivement, ils ont eu, comment dire ça, la récompense de leur acte de bravo selon eux. Voilà, donc, voilà, on peut pas aller contre. Voilà. Effectivement. Est-ce que, mon commandant, est-ce que vous avez expliqué la dernière fois que Clément, qui dormait dans les chars, qui a pris les chars pour sortir là, est-ce qu'il a été décoré? Honnêtement, non. Honnêtement, non, mais il faut dire une chose, le commandant Abbaye il a œuvré dans ce sens-là. Il a œuvré dans ce sens-là, mais il faut dire une chose aussi, c'est que il y avait pas vraiment de, comment dire ça, de temps pour, bon, c'est selon moi, hein, c'est selon moi. Il n'y avait pas vraiment le temps de pouvoir faire ce genre de choses-là. Parce que on était tous, parce que c'était, on était en guerre. Non, on était vraiment en guerre. Mais commandant, l'histoire que vous avez racontée, c'était ça datait de 2002, n'est-ce pas? Oui, de 2002. Est-ce que de 2002 jusqu'à 2010, on ne pouvait pas récompenser Clément? On pouvait le récompenser. Son acte de bravoure méritait de récompenser. Vraiment. Voilà, puisqu'il a pris sur lui au prix de sa vie de prendre les chars et d'aller chercher ses amis pour venir défendre le parc à chars. C'est cela. Est-ce que pour récompenser ce militaire-là, c'était aussi compliqué que ça? Non. Voilà, donc, ok, mon commandant, donc vous avez la parole, vous pouvez commencer votre intervention. Nous sommes 1100 personnes, vous avez la parole, mon commandant. Abonnez-vous sur la page du commandant. Abonnez-vous, tapotez, mettez les cœurs, sécurisez le panel. Mon commandant, vous avez la parole. Merci bien, merci. J'étais d'abord vraiment à te tirer mon chapeau parce que je sais que c'est pas facile de dire un peu, de relater un peu ces faits-là, parce que il faut dire que les faits qu'on a vécus ont été vraiment durs, ont été vraiment difficiles. Pas difficile parce qu'on est militaire, non, mais difficile parce que souvent on s'est familiarisé avec des collègues. On a été très proche de certains collègues qu'on ne verra plus. On avait des affinités avec certains collègues, avec certains binômes avec qui on savait comment réagir par rapport à leur comportement. On avait fusionné. L'armée était devenue notre seconde famille. Donc, on n'était plus que des frères et des amis. Voilà. Et donc, leur disparition vraiment a été un véritable choc pour certains d'entre nous, dont vous-même. C'est pourquoi vraiment je tiens à vous tirer mon chapeau, parce que c'est pas vraiment facile de parler de la disparition d'un collègue, d'un proche, d'un ami. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais dire une chose, que tous ceux qui m'écoutent très bien. Vous avez tout de suite parlé de vengeance. Effectivement, ceux qui m'écoutent très bien. Parce que nous, les militaires, le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Le silence n'est pas une faiblesse, mais le silence est une arme. C'est pas parce qu'on est silencieux, c'est pas parce qu'on est calme que, comment dire ça,
on est faible. Non. Et ceux qui veulent nous vilipender, qu'ils nous vilipendent. Ceux qui veulent nous traiter de lâches, qu'ils nous traitent de lâches. Mais bien à eux. Seulement, je voudrais que tous ceux qui m'écoutent et qui ont aujourd'hui 25, 28, 22, 20 ans, fassent une rétrospective, qu'ils retournent en eux-mêmes et qu'ils calculent le temps où les événements se sont passés depuis 2002, depuis 2002. D'ailleurs même, je dirais 2000, avec les élections de Guéhi et du président Essobagbo. Ensuite, en 2001, où il y a eu le complot du cheval blanc, c'est-à-dire le coup d'État manqué avec l'attaque de la RTI et tout ça, jusqu'en 2002, le départ de la rébellion, jusqu'en 2011. Je dirais même 2012, parce qu'il y a eu certains règlements de compte qui se sont passés après 2011. Je voudrais que ces jeunes-là entrent en eux-mêmes et qu'ils fassent un rétro et qu'ils voient leur vie aujourd'hui. Leur vie aujourd'hui. De leur enfance jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé au moins 14 à 15 ans. Et même plus. Voilà. Et donc, leur situation aujourd'hui n'est pas impactée par le fait que nous n'avons pas fait notre travail. Mais ça a été impacté par le fait qu'on a été attaqué. On a été attaqué et on s'est défendu. Et donc, parmi eux, il y en a qui n'ont pas pu organiser leur jeunesse. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas pu s'organiser pour pouvoir affronter leur jeunesse. Il y en a qui ont nous autres, et comme vous d'ailleurs, monsieur le modérateur, on n'a pas pu s'occuper de notre jeunesse. On a perdu notre jeunesse. J'entends dire des gens que oui, il y a un certain leader qui n'a pas vécu de sa jeunesse, qui a sacrifié sa jeunesse au profit de quelqu'un. Nous aussi, on a sacrifié notre jeunesse. Pendant près de combien d'années on a lutté. On n'a même pas pris soin d'organiser l'avenir de nos enfants, de planifier l'avenir de nos enfants, de planifier comment on appelle ça, notre évolution professionnelle. On s'est contenté que d'aller de front en front, de guerre en guerre, de combat en combat, de lutte en lutte, jusqu'à ce que chacun de nous quitte le pays en laissant tout derrière lui. Sacrifier des vies, c'est-à-dire sacrifier toute une jeunesse, ne pas pouvoir s'organiser, ne pas pouvoir organiser les choses pour l'avenir des enfants. C'est dans ce sens-là que je leur dis de réfléchir. Il n'est pas question de vengeance, mais il est question de vous demander de prendre conscience au choix que vous allez faire dans le genre de vie que vous voulez mener. C'est ça mon objectif. Quelle vie vous voulez mener? Vous voulez suivre la vérité ou bien vous voulez prendre les raccourcis pour pouvoir atteindre vos objectifs? Sachez que les deux chemins ont des conséquences. Nous, on a suivi la vérité. On porte notre croix. On supporte notre croix. Mais ça ne veut pas dire que nous avons été vaincus. On n'a pas été vaincus. On n'a pas été vaincus. La vie commune, c'est la conséquence de notre choix. Le choix de la vérité. Le choix de défendre les institutions de la République. Le choix d'être républicain. Ça ne veut pas dire qu'on a été vaincu. On n'a pas été vaincu. On veut surtout par cette intervention, demander aux uns et aux autres de faire la part des choses dans leur vie et de suivre ce qui est vrai, de suivre ce qui est bon. Bref, je commence mon allocution. Tout à l'heure, le modérateur a parlé de ces classes qui ont perdu la vie. De façon, je dirais, lâche. Je dirais de façon lâche. Ils ont été, comment dire ça, ils ont été tchas. Voilà, ils ont été exécutés de façon lâche. Je vais arriver dans mon intervention à certains des gendarmes qui ont été exécutés de cette même manière-là. Mais je vais d'abord commencer par le début du déclenchement de la rébellion, c'est-à-dire l'attaque du camp d'Agban le 18 et 19 septembre en 2002. Là, je vais donner que les quelques noms des gendarmes qui ont perdu la vie cette nuit-là et dont on ne parle même pas et dont on ne parle même plus et dont on n'a même pas les traces de quelconque hommage n'eût été le panel d'aujourd'hui. Certains aujourd'hui sauront les gendarmes qui ont été tués dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 au parc Achat du camp d'Agban et dont les noms ont été passés sous silence. Il n'y a même pas eu une journée d'hommage, il n'y a même pas eu une journée de reconnaissance, il
Il n'y a même pas eu un instant de recueillement à propos de leur corps, de leur dépouille et tout ça. Non, on a juste fait les cérémonies militaires qu'on pouvait faire et c'est fini. Je commence par le MDL chef Okenyi François. Okenyi François, MDL chef, jeune Atié de la région de Agou. Je crois Agou ou Boudépé, c'est que sur un Atié là, Agou ou Boudépé, qui était le chef de poste du parc Achar. C'est-à-dire quoi? Le chef de poste, celui qui devait, parce qu'il y avait le poste de police d'Agban, c'est-à-dire à l'entrée là-bas, là, il y avait un poste de police. Et au sein de la caserne d'Agban, au niveau du parc Achar, au groupe d'escadron blindé, il y a un piquet. C'est-à-dire, il y a un groupe qui est là, qui est prêt à une intervention, quel que soit l'endroit. Et donc, vu l'atmosphère relativement calme, le chef de poste était là, et c'est quelques éléments, il leur a dit, bon ben, vu que il n'y a pas grand chose à faire, allez-y dans la salle, allez-y regarder la télévision, allez-y vous distraire un peu, mais n'allez pas loin, restez surtout à côté. Et donc lui, il était dans le parc Achar, il s'est mis dans son lit picot, comme on dit là, et puis il s'est étalé dans son lit picot, parce que avant d'atteindre le parc Achar, il y a le poste de police là-bas d'abord. Tu peux pas entrer dans le camp sans avoir dépassé le poste de police. Donc, il y a un semblant de sécurité. Il y a une, voilà. Donc, madame, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Tapotez, partagez dans tous les groupes, écrivez good live, mettez les cœurs pour sécuriser le live. Parce que si le live n'est pas sécurisé, hier, ils ont attaqué le live 3 fois. On était à 1500, le live s'est coupé. S'il vous plaît, tapotez, partagez, invitez vos amis, mettez les cœurs, écrivez good live pour sécuriser le live. Si c'est coupé, c'est pas juste que le commandant va revenir. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Je vous avais dit ici hier que le général 2 fois, Bravo, était sur le live. C'est parce que vous ne lisez pas les écritures. Ce sont ceux qui ont lu là, puis qui sont militaires, ils savent que le général 2 fois Bravo était là. Si vous comprenez? Donc c'est dans cette coupure qu'il n'est plus monté. Sécurisez le live, s'il vous plaît. On ne sait jamais, on peut avoir sa visite. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Quand on va voir sa visite là, il a fait un signe, mon nez. Il fait quoi là? C'est que c'est ça. Tout me voyez faire quoi? C'est qu'il est dessus. Est-ce que vous avez compris? Voilà, après il ne peut pas parler, mais s'il fait comme ça, c'est qu'il est là. Tapotez, partagez, sécurisez le live, invitez vos amis, tapotez, mettez les cœurs. Donc maintenant, vous avez la parole. Et donc, je continue pour dire que le MD chef Okenyi François, chef de poste au parc Achar dans la nuit du 18 au 19 septembre, là, lors de l'attaque du parc Achar, a riposté. Il a riposté avec ces éléments. Mais malheureusement, lui, il a été abattu pendant les combats. C'était le MDL chef Okenyi François, élément du groupe d'escadron blindé. MDL chef. Il avait, bon, MDL chef, pour les civils qui ne connaissent pas, c'est 3V, comme on dit, les choses de communément là. Voilà, c'est 3V. 3V. Il a été déjà. Il a été déjà dans la nuit du 18 au 19 septembre. C'était l'un des éléments du GEB qui venait de tomber cette nuit-là. MD chef Okenyi François. Ensuite, il y a eu l'adjudant-chef Kofi Bido, formateur commando au centre d'entraînement commando de la gendarmerie d'Akakro, dans les marécages de Benjerville. Lui, il a été abattu entre... pour maintenant, on m'a dit qu'ils sont en train de construire, je ne sais pas, un centre commercial, je ne sais pas si c'est fait, mais entre le terrain d'Agban, c'est-à-dire le terrain qui est près de... qui joue sur la place d'armes. C'est-à-dire à Agban, il y avait 2 terrains. Il y avait un terrain qui était derrière l'unité de musique, c'est-à-dire du côté de, comment dire ça, de la clôture, la voie qui va aux 2 plateaux là. Il y avait un terrain vers ce secteur-là, où s'entraînaient les joueurs, les TI jouaient, les bakis de la SEC là, ils partaient jouer là-bas. C'est un terrain qui est juste vers la clôture, un peu perdu dans Agban. Et il y avait un second terrain, le terrain principal, qui était à côté, qui était non loin de la place d'armes. Il était situé entre la brigade routière et puis la place d'armes et le MES. Et là, à côté, il y avait une bananeraie. Il y avait des gens qui avaient fait des bananiers là-bas. Donc, c'est dans cet axe-là que Bido a été abattu. Il était venu en riposte. Il avait une arme de type AA-52 avec des caissons de munitions. Et c'est lui qui tenait en joue l'avancée des rebelles. Et lorsque ces munitions sont finies, il n'était plus capable de tenir les rebelles. Il n'était plus capable de les fixer. En bon terme militaire, on dit fixer. Il n'était plus capable de les fixer. Et donc, ils l'ont trouvé là et
il a été refroidi d'une balle dans la tête. L'adjudant-chef Kofi Bido, formateur commando à Akakro, à Benjerville. Il était aussi, il faisait partie du GEB, du groupe d'escadron blindé de la gendarmerie nationale, l'unité d'Abbaye. Il faisait partie de cette unité-là. Ensuite, il y a eu le sous-lieutenant Seibi. Le sous-lieutenant Seibi venait de sortir de l'ENVR, c'est-à-dire l'école d'application des officiers. Et cette année-là, son chef instructeur était le général Gon Koulibaly, celui qui est au général. Il était lieutenant. Et celui qui était le commandant de l'ENVR. L'ENVR, c'est l'école d'application des officiers. C'est une école qui est située dans l'école de gendarmerie. C'est-à-dire, l'école officier, et dans l'école de gendarmerie, il y avait les officiers et il y avait les sous-officiers. Et Gon Koulibaly, aujourd'hui, qui est général, qui est avec Ouattara, là, le chef du GSPR, c'est lui qui était le commandant de l'ENVR. Et donc, cette année-là, Gon Koulibaly a disparu. Après l'affectation de ces éléments, bon, des officiers et des sous-officiers, Gon Koulibaly a disparu, il est parti. C'était par ailleurs la période des vacances, parce qu'il y avait des gendarmes qui avaient été affectés, d'autres qui étaient en centre d'affectation, d'autres qui venaient de sortir de l'école, qui étaient en vacances, qui devaient rejoindre leur unité, et donc ils étaient en vacances chez eux, le temps de rejoindre leur unité. Et donc Seibi, lui, il avait été affecté à l'hygiène. Il avait été affecté à l'hygiène. Et donc, étant à l'hygiène, Seibi, lorsqu'il a vu l'attaque de la caserne, il a voulu opérer un repli stratégique, c'est-à-dire quoi? Replier, aller se regrouper avec tous les éléments qui étaient, qui étaient au niveau des habitations, que le MDL et Clément a rejoint après, avec les chars. Il voulait partir là-bas, et lorsqu'il a pris sa voiture, dans son repli, il est tombé. Il y a un caniveau qui est juste en face du centre principal de santé, c'est-à-dire l'infirmerie d'Agban. Il y a une infirmerie à Agban. Quand tu donnes dos à la place d'Âme, l'infirmerie est à gauche. Et quand tu fais face à la place d'Âme, l'infirmerie est à droite. Il y a un gros caniveau qui est là. Son véhicule est tombé dedans. Les rebelles l'ont trouvé là. Après qu'ils aient refroidi l'adjudant-chef Kofi Bido, ils ont trouvé le MDL Seibi là dans le caniveau là. Ils l'ont refroidi là. Le sous-lieutenant Seibi, il était à l'hygiène, tombé dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Et ces éléments-là, ces trois éléments dont j'ai les noms et dont j'ai vécu vraiment la disparition vraiment comme un choc, étaient dans la caserne. Lors des événements de 2002, aucun hommage ne leur a été rendu. C'est passé sous silence, comme si de rien n'était. Je me rappelle même que la femme de Kofi Bido était venue avec son fils dans le bureau du commandant Abbaye pour qu'elle l'aide à mettre son fils à la gendarmerie, parce que il tirait le diable par la queue. Aucun suivi, rien du tout. Tout Voli, qui était à l'époque le commandant supérieur de la gendarmerie, rien du tout, faisait rien. Et donc, ils ont prétexté que Kofi Bido avait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, donc on ne savait pas. Le commandant a dit, si un enfant se présente à moi, je fais ce que je peux pour lui. Et donc le commandant a pris sur lui de mettre à la gendarmerie le fils de l'adjudant-chef Kofi Bido. C'est le seul acte dont j'ai mémoire. C'est le seul acte dont j'ai mémoire et qui a été fait par le commandant. Le reste de sa famille, honnêtement parlant, je ne saurais quoi dire parce que j'avais pas les traces de tous ces enfants. Mais ceux qui sont venus voir le commandant Abbaye, il a tout fait pour que ces enfants-là soient dans de bonnes conditions. Ils étaient laissés pêle-mêle. Et donc, pour dire quoi? Et donc, pour dire que on leur rend hommage pour que nos frères d'âme se souviennent que on a perdu des gens, on a perdu des éléments. Effectivement, on a perdu des éléments. Et il serait vraiment difficile pour nous de ne pas en parler, de ne pas leur rendre hommage parce que c'est une manière pour nous de raviver le souvenir de leur acte de bravoure. Voilà. Parce qu'à Agban, il y a plusieurs unités. Il y a l'escadron 1-1, il y a l'escadron de musique, il y a l'hygiène, il y a le GEB qui était avant le VAB, et toutes ces unités-là, de toutes ces unités-là, c'est le GEB de Abbaye qui était le fer de lance de la caserne. Parce que lorsqu'il y avait un événement, c'est eux qui sortaient avec les engins blindés. Même l'hygiène où il y avait les tireurs d'élite, les artificiers et tout ça, machin, ils attendaient que le GEB soit devant pour pouvoir
sortir ou bien pour pouvoir faire un acte chose de défense parce que à eux seuls, ils ne pouvaient pas. Et donc, j'en parle un peu avec beaucoup de tristesse parce que quand j'ai écouté ce que tu as dit, tout ça, ça m'est revenu et donc, c'était une manière pour moi de leur rendre hommage. Ça, ce sont ceux qui ont été, qui sont morts là à Agban dans la nuit du 18 au 19 au parc Kacha et puis pour le compte de la gendarmerie. Et c'est difficile. C'est difficile. Et donc, il y a eu, après cet épisode-là, il y a eu, comment dire ça, l'épisode des attaques au niveau des lignes de front. Voilà, au niveau des lignes de front et tout ça. Et là-bas, j'ai pas assez de coups parce qu'il y avait la force mixte, il y avait, comme tu as dit tout à l'heure, il y avait la force spéciale qui était composée de la gendarmerie, des militaires, du bébé, du Baza et tout ça, et des éléments de Toledo. Au départ, c'était pas Boniface qui était chose avec les Fimaco, c'était de Toledo. Et donc, ils avaient leur secteur d'intervention et nous, on avait notre secteur d'intervention. Mais aujourd'hui, ce dont je vais parler en deuxième position, c'est nos amis qui ont été refroidis après la crise post-électorale, sans défense, sans combat, rien du tout. Pour un rien, on tabac. Pour un rien, pour je sais pas quoi, pour rien. Pour rien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tes classes qui n'étaient pas armées et qu'on a refroidi. De façon lâche. De façon lâche. Le cas de Zadig Badi Thierry, MDL, en fonction au groupe de sécurité aéroportuaire, au GSA, commando au GSA, c'est-à-dire à l'aéroport, qui a été. Les éléments de l'aéroport étaient bloqués durant toute la crise post-électorale parce qu'ils étaient cernés et par l'armée française et l'aéroport a 2 points de sortie. Il y a un point qui donne sur la route de Bassam où les pèlerins vont prendre leur bagage qu'on appelle communément à Djeddah. Là-bas, il y a une sortie. Et il y a l'autre sortie qui est du côté de la statue Aquaba, là, où tout le monde passe pour aller à l'aéroport. Là. Il y a cette sortie-là. Or, cette sortie-là, il faut d'abord passer devant le camp du 43e Bima. Vous voyez? Et donc, puisque le Bima avait bloqué, avait, comment on appelle ça, occupé les points stratégiques de l'aéroport, et en temps de crise, aucun mono ne pouvait sortir. Et donc, eux, ils étaient là-bas en train de sécuriser le truc sur l'aéroport. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces 2 semaines de combat là, le MDL Zadig Badi Thierry rentre chez lui à Yopougon en Anéré. Il se trouve un peu sale et tout ça, il veut aller se faire coiffer pour aller prendre son argent à Agban parce qu'on nous payait main à main. Tu donnes ta fiche de paye, on compte ton argent et on te donne comme une manœuvre. Et donc, il veut se faire coiffer, il sort de chez lui avec sa femme, aller se faire coiffer, et là, de là, sa voisine le voit. Sa voisine lui dit, c'est vous les miliciens. Il dit, qui est milicien? Moi, je ne suis pas milicien, tu sais bien que moi, je suis gendarme, et tu le sais, et tu ma voisine. Oui, c'est vous qui avez envoyé les Libériens, les miliciens ici, et puis, ils ont fait mal ici. Et donc, lui, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Durant la crise, tu m'as vu ici, j'étais pas ici, moi j'étais à l'aéroport. Tu sais que je suis à l'aéroport. Et donc, ils se sont embrouillés. Ils se sont chamaillés. Elle prend le téléphone, elle appelle les FSI. Les FSI, ils arrivent. Ouais, il est où le milicien? Ils lui ont dit, mais il n'y a pas de milicien ici, il y a un gendarme. Moi, je suis gendarme et je vais me faire coiffer. Oui, mais tu étais où dans la crise? Non, on était bloqués à l'aéroport. On ne pouvait pas sortir. Et donc, nous, on n'a pas combattu. On était à l'aéroport parce qu'on sécurisait l'aéroport. Les rebelles refusent d'entendre des raisons. Feu à bout portant. Zadig Badi Thierry tombe. Sa femme essaie d'appeler un taxi. Elle le met dans le taxi. Il meurt dans le taxi. Au cours de son transfert à l'hôpital, il meurt dans le taxi, dans les bras de sa femme. Et ça, quand on a appris la nouvelle à Agban, honnêtement, on a pété un câble. On n'a même pas fait cas de notre intention de descendre sur Yopougon. On ne sait pas qui a filé la mèche au général Kassaraté. Il est venu et nous a tous arrêtés. Il dit non, personne ne sort de la caserne. On a dit, mais il y a un gendarme qui vient d'être abattu de façon lâche à Yopougon.
parce qu'il vient chercher son argent ici. Vous nous dites de venir prendre l'argent à Agban. On vient prendre l'argent à Agban. Vous nous arrêtez et vous nous tuez. Est-ce que c'est normal, ça? La santé dit, oui, on va voir ce qu'on peut faire. On va calmer les esprits. Et même, on avait projeté lors des obsèques de faire un départ de feu là-bas et de mettre Ayopougon à feu et à sang lors des obsèques. C'est-à-dire le cercueil est là. Et puis, ceux qui vont accompagner Zadig Badi Thierry dans sa tombe là, ils vont l'accompagner. Et Kasaraté a dit, il n'y aura pas de veillée à Yopougon. La veillée va se faire à la place d'armes, devant le parvis de la gendarmerie mobile. Là. Ou quand tu passes devant la caserne, là, il y a un coin où ils ont dessiné ce crocodile, c'est crocodile, là, il y a l'emblème d'un crocodile qui est devant là. C'est là qu'ils ont fait la veillée de Zadig Badi Thierry, parce que les gars voulaient nous empêcher d'aller faire la veillée à Yopougon, chez lui à la maison, pour ne pas qu'on fasse des dégâts là-bas. Et donc voilà comment Zadig Badi Thierry a été refroidi. Simplement parce qu'il partait se faire coiffer pour aller prendre son argent à Agban. Chose que eux-mêmes ils ont demandé. Kasaraté même a demandé de venir prendre l'argent main à main à Agban. Il venait prendre son argent, il va se coiffer, venir prendre son argent pour aller nourrir sa famille. Il a été abattu. Il est mort. Zadig Badi Thierry est mort là. Un jeune. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes d'écouter. Des jeunes. Un jeune qui n'a même pas eu le temps de prendre soin de sa femme et de son enfant. Il est mort là. Pas parce qu'il combattait pas. Il n'était pas armé. Il était sans arme. En plus, il était en civil. Il n'était pas en tenue militaire. Il était en civil. Il était avec des sandales. Il partait se faire coiffer chez son coiffeur. Il est mort. Mais motion, voilà motion. Parce que Oui. quand vous parlez de main à main là, ça veut dire que main à main là, c'était 2 mois après la crise. 2 mois après la crise, non, nous les gendarmes, dès qu'ils ont pris le président Gbagbo là, dès qu'ils ont pris le président Gbagbo, nous, on n'avait rien à manger. Et donc, Kasaraté, tu fais bien de me rappeler. Tu fais bien de me rappeler cet épisode. Chez vous, c'était 2 mois après. Mais nous, Kasaraté, Kasaraté avait demandé, c'est que la gendarmerie a, comment on appelle ça, une sorte de caisse de fonctionnement. Voilà, pour son budget. Et donc, ils avaient demandé d'aller récupérer les fonds de la caisse au commandement supérieur. Parce qu'au commandement supérieur, il y a un bureau, le bureau c'est pas la chancellerie, c'est le CATG. Le CATG. Il y a un bureau là-bas où on a de l'espèce pour régler les cas sociaux et tout ça, machin. Et c'était géré par le commandant Pamphile. Le commandant Pamphile. Et donc, il fait un cortège. On fait un cortège. On va au commandant supérieur pour prendre la caisse de la gendarmerie où il y a l'argent là, la liquidité là. On va prendre ça. Tu vois. Et c'est là qu'il y a un gendarme. Un jeune gendarme issu des accords de Ouagadougou là, parce qu'ils avaient demandé de mettre certains rebelles dans la gendarmerie et dans la police. 600 rebelles. 600. Voilà. Et ce gars-là, il était mécanicien au parc Achar. Il y avait un véhicule de transport de troupes, flambant neuf, un Mitsubishi Canter, flambant neuf, qu'on a pris pour partir. Il y avait, je crois, 2, 3 éléments dedans. Il y avait les chars, il y avait les pick-up et tout ça. Et donc, quand on est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il a pris la clé du véhicule neuf, flambant neuf là, et il a jeté. Il a jeté ça dans un endroit que lui seul connaît. Au moment de démarrer, parce que les rebelles, c'était dans la crise, les rebelles savaient qu'il y avait un mouvement des éléments de gendarmerie qui étaient partis au commandement, parce qu'il y avait des taupes pour aller faire une opération. Ils ne savaient pas quelle était l'opération, mais c'était une opération. Et donc, il était question maintenant de nous attaquer, de nous arrêter pour nous neutraliser. C'est comme ça que quand on a pris la caisse, l'argent de la gendarmerie, là, on a mis ça dans les voitures, tout ça, dans les 4x4, on a mis l'argent, et on voulait démarrer. On lui dit, mais démarre ta voiture, on va partir. Il dit, je ne retrouve pas les clés. Ah! Comment tu ne retrouves pas les clés? Et puisque on a eu écho que les gars se rapprochaient de notre position, on a laissé la voiture là-bas. On a laissé la voiture là, le nouveau Canter là, on a laissé ça là-bas. Et on est parti à Agban avec le reste des véhicules. Et ce véhicule-là, il est resté là-bas. Et les rebelles l'ont pris après. Donc c'est après que cet élément-là, j'oublie même son nom, c'était un gars du Nord, j'oublie son nom là, parce qu'il m'avait tellement mis son nom là même, j'ai oublié. Il a laissé ce véhicule-là là-bas. Et donc c'est cet argent-là qu'on a pris, on a envoyé à Agban. Voilà, c'est cet argent-là qu'on a pris et on a envoyé à Agban. Donc c'est dans cet argent-là qu'ils ont commencé à soulager les gendarmes, parce qu'il y en a qui venaient de l'intérieur et qui n'avaient pas perçu de solde depuis des mois, et dont les femmes, les enfants, vraiment, ça,
s'agresser dedans, et même ceux d'Agban qui étaient à Agban, qui ont hébergé certains gendarmes qui sont venus de l'intérieur, n'avaient plus rien sur eux pour pouvoir nourrir leur famille. On était tous à la disette. Et donc c'est comme ça qu'on allait prendre sur ce fonds-là pour envoyer avec l'aide des jeunes du commandant Abbaye, on a envoyé ce fonds-là à Agban et on a commencé à soulager ce qu'on pouvait soulager dans les instants immédiats là. Et c'est comme ça que Zadig Badi Thierry, lui, pour venir prendre son argent là, il a été abattu à Yopougon. Il est mort à Yopougon devant sa femme. Vous voyez ça? Et pour dire quoi? Pour dire que celui-là, il est mort pas parce que c'était un lâche, pas parce que c'était un faible, mais parce que il a été mal jugé. Vous voyez ça? Nos frères d'en face, ils l'ont mal évalué, ils l'ont mal jugé. Voilà. Et donc, il y a des gens comme ça qui sont morts sans qu'on ne leur rende hommage. Et je rappelle que ce gars, il a été enterré, je crois, il a été enterré à Yopougon. Il a été enterré à Yopougon. Ils n'ont pas envoyé son corps dans son village. Il est mort là et ils l'ont enterré à Yopougon parce que les Castratés ne voulaient pas du tout de déplacement des gendarmes. Pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'on nous tue, mais ils voulaient passer pour lui. Il était hors de question que la gendarmerie riposte de quelque manière que ce soit. Vous voyez un peu. Et donc, il y a eu aussi le décès dont j'allais parler sur la fois dernière de le neveu même de Castraté. Son neveu même, Iéwoulé Arès. Et Iéwoulé Arès, dont j'ai parlé la fois dernière. Je rappelle ça un peu pour que ceux qui n'étaient pas là sachent que c'était un gendarme qui résidait à Agban, qui était à l'escadron d'Abbaye et qui devait aller faire une opération à Benjerville avec des collègues. Et il partait sous ordre de Castraté. Or, le commandant Abbaye avait dit en son temps, pour tous ceux qui veulent partir, qui veulent faire un mouvement dans la caserne ou quelques endroits que ce soit, prévenez-moi d'abord. Je vous dirai si vous devez partir ou pas. Et comme lui, son oncle était le commandant supérieur, bon, il est parti, il est sorti du camp même sans aviser son commandant, son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire bon, le commandant. Et il est parti avec 3 éléments. Il y avait Gédé John, il y avait lui, Iéwoulé Arès, et puis il y avait un troisième, un jeune homme qui venait d'arriver dans la caserne au groupe de escadron blindé. C'est lui et le gars des corps de Castraté qui ont échappé. Iéwoulé Arès et Gédé John sont tombés au grand carrefour de la Rivera 2 en allant à Anonou. C'est là qu'ils sont tombés, abattus par les rebelles. Et il y a eu d'abord, premièrement, l'aval de l'ONUCI qui avait dit que le tronçon était sûr qu'il pouvait partir. Et là, ils sont tombés là dans une embuscade. Ils ont été refroidis. Gédé John, élément du GEB, qui était par ailleurs dans mon unité, à moi, nous qui étions chargés de la sécurisation du côté, je dirais, ouest, non, est de la caserne, parce que le domicile, la partie du camp d'Agban qui était du côté, la partie du camp d'Agban où résidait Abbaye, était sous mon contrôle, était sous moi, ma responsabilité. À cause de la famille d'Abbaye que je devais sécuriser et tout ça, c'est moi qui avais toute cette zone-là à sécuriser. Et il était dans moi, mon détachement. Et il est parti sans même que je ne sache. C'est après que je ne le vois pas et que je demande. Il y avait un jeune là, le MDL Kaouma, un gars de l'Ouest. J'ai dit, mais où est ton binôme? Il dit, ah, je sais pas, il était là, mais ça fait mal que je ne le vois pas. On l'appelle sur son téléphone, il ne répond pas. Et après, le message tombe. Gédé John et Iéwoulé Arès ont été abattus à la Rivera, au grand carrefour qui mène à Anono. Parce que le commandant supérieur leur a dit d'aller chercher bœuf à Benjerville. J'ai dit, mais attends. Dans ce cas de figure, Castraté qui est en contact avec le commandant Abbaye, et puis il va lui donner des éléments. On fait un cortège bien sûr, on va à Benjerville pour aller prendre la nourriture parce que c'est pour tout le monde. Mais on ne trie pas des éléments sur le volet parce que c'est des parents, parce que c'est des amis, et on sort d'un camp en période de crise. Et voilà comment son neveu a été refroidi. Iéwoulé Arès, j'étais vraiment à lui rendre hommage parce qu'il a été l'un de ceux-là qui, au portail d'Agban, a fait un travail remarquable. Il a neutralisé toutes les velléités des gens qui voulaient, que ce soit depuis Williamsville, la côte de Williamsville, quand tu es à l'entrée d'Agban, il y a des maisons à Williamsville, il y a des étages là-bas. Les gens se mettaient jusque là-bas pour nous pilonner. Mais Iéwoulé Arès, Gédé John et ceux que j'avais commis à cet endroit-là ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Il y avait le lieutenant Beauté qui était au portail, il a travaillé. Il y avait l'adjudant Zilé. L'adjudant Zilé, lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'adjudant qui était allé à la RTI et qui avait annoncé
la démission de Touvoli, qui voulait plus que Touvoli soit commandant supérieur parce qu'on avait un char qu'il avait contribué à faire incendier à Mbayakro. On avait dit que Bouaké était libéré et après il y a eu, comment dire ça, un incident entre les Français et le GEB et il y a un char qui a été incendié. L'adjudant qui est venu à la RTI pour dire qu'il veut la démission de, il veut, comment on appelle ça, il veut qu'on démette Touvoli de ses fonctions. C'est lui l'adjudant chef Zilé. Celui-là, il était là. Après, je crois que quelques mois après, je crois qu'il partait à la retraite. Et donc, il est parti à la retraite. Et donc, il voulait arrêter, comme je l'ai dit, a fait du beau travail. L'erreur qu'il a commise, je dirais que c'est pas de sa faute. On lui a donné un ordre qu'il a exécuté, mais au péril de sa vie. Parce que s'il avait envoyé sur la nourriture, tout le monde allait manger. Ça, c'est indéniable. Voilà. Il a reçu un ordre qu'il a exécuté. L'ordre était d'aller chercher des vivres pour les éléments de la caserne parce que tout le monde était affamé. Seulement que ça ne s'est pas effectué dans les procédures normales. Et donc, voilà comment Yewole Arès et Guédé John, des MDL, jeunes, j'ai dit, mais très jeunes, qui n'avaient même pas 2 ans dans la gendarmerie. Même pas 2 ans. Ils venaient d'arriver dans la gendarmerie. Ont été refroidis. Comme ça. Bref. Et donc, c'est pour vous dire que il y a eu beaucoup de sacrifices qui a été fait au niveau des forces de défense et de sécurité. La gendarmerie, la garde républicaine, tout ce monde-là a contribué à défendre les institutions de la République. Aujourd'hui, celui qui pense qu'en parlant sur le panel, c'est pour inciter à une vengeance, c'est pas cela. C'est pas pour inciter une quelconque vengeance. C'est pour que chacun se rappelle, se remémore du sacrifice des FDS pendant ce temps-là. Voilà. Qui se rappelle que les FDS. Il y a écho. Il y a écho, en tout cas, c'est pas chez moi ici. Parce que Non, là, c'est pas qui a un micro qui est ouvert. Moi, c'est mon casque. Allô, vous me recevez? Ouais, vous m'entendez parfaitement? C'est sur le commandant. Écho, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il fait écho parce que c'est seulement mon micro qui est ouvert. Je suis pas sur haut-parleur, j'ai pas mis de Je ne casque. suis pas sur haut-parleur, je n'ai pas mis de casque, donc je pense. Est-ce que, ami, c'est normal, il n'y a pas écho, c'est normal, mon commandant, c'est bon. C'est normal. Ah, ok. Et donc, c'est comme je disais, c'est pour dire que les FDS ont consenti un grand sacrifice. Que nos frères qui sont civils, qui sont aujourd'hui gendarmes, qui sont aujourd'hui à la garde républicaine, n'oublient pas le sacrifice que les uns et les autres. Déjà même le fait d'être en exil, c'est un sacrifice. Parce que c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert. Et donc, ce sacrifice-là, tous les FDS l'ont fait. Ceux qui ne se rappellent pas, aujourd'hui, qu'ils prennent le temps de se remémorer parce que il y va de l'avenir de notre pays. Celui qui ne sait pas où il est quitté, il ne sait pas où il va. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'ai voulu ouvrir parce que le modérateur a parlé de ces classes qui ont été exécutées, qui ont été refroidies, et ça m'est venu en tête. Donc, j'ai voulu sauter sur l'occasion pour dire aux uns et aux autres que on a consenti un nombre incalculable de sacrifices. Mais, voilà, s'il vous plaît, il y a une motion. Oui. J'ai une motion, je dirais même 2 motions. Oui, dites-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Touvoli qui a consenti à brûler un char. Oui. Vous êtes en train de dire que Touvoli avait trahi depuis 2002? Quand je dis qu'il a consenti à brûler un char, je veux dire qu'il y a eu un événement qui a fait que, un grand événement qui est passé sous silence. Ça a été passé sous silence par la volonté du président. Parce que le président s'est déplacé en hélicoptère pour aller à l'endroit où le char a été brûlé là. Le président est parti là-bas. Il est parti là-bas. C'est pour vous dire combien de fois ce monsieur avait à cœur de pouvoir éteindre le feu partout où le feu était allumé. Un président, un chef d'État qui prend l'hélicoptère pour aller sur une ligne de front, pour aller régler un problème, il peut laisser ça au chef d'État-major, il peut laisser ça au commandant CCAT, c'est-à-dire à Mangou, qui était le commandant de CCAT, il était au centre de commandement intégré. Il pouvait laisser ça à Mangou, ou bien à 2 Mathias, qui était le chef d'État-major d'alors. Mais lui-même, il s'est levé, il a pris l'hélicoptère, il est parti là-bas, à Mbayakro. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis Mbayakro, c'est ça. Voilà. Mais commandant, le chat a été brûlé par qui? Le chat, je vous explique le fait. Voilà. Écoutez bien. Touvoli Zobo
était le commandant supérieur de la gendarmerie. Doué Mathias, chef d'état-major. Denis Bombé, directeur de la police. Et ils sont allés à Yamsok, à Mbayakro, il y avait Abbaye. Et puis, il y avait, je crois qu'il devait avoir le gars de Dabou là. Pourquoi il s'appelle ce Dabou? Meled. C'est Meled, non, le colonel Meled. Il y a Yedes. C'est Yedes, non? Oui. Ouais, Yedes. Voilà, Yedes. Il y avait eu un conclave à huis clos entre Zadi, entre le commandant Zadi, le commandant Abbaye, et puis certains officiers. Ils ont voulu rentrer sur Boaké. C'est-à-dire, ils ont voulu rentrer sur Boaké. Ils ont voulu aller à Boaké pour récupérer la ville de Boaké. Et donc, ils avaient mis une stratégie en place de façon secrète. Ils voulaient surprendre les gens. Et donc, ceux qui étaient au courant de ça, il y avait Doué Mathias qui était au courant. Il était au courant de ce truc-là. Il y avait Mangou qui était au courant. Et donc, quand ils ont commencé l'opération, Doué Mathias a appelé, c'est Doué Mathias qui a informé la licorne pour demander de ne pas laisser passer le commandant Abbaye et ses gars qui vont partir sur Boaké. Et là, Abbaye, lui, il dit il veut libérer son pays avec les Zadis, tout ça là, tous les gars des Francis. Ils sont en train de partir. Et donc, les Français leur barrent la route. Abbaye force le passage. Doué Mathias a dit à la licorne, arrêtez-le par tous les moyens. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de cramer notre char. Ils ont cramé le char. Et là, il y a eu une empoignade entre... Il y a eu une empoignade entre Abbaye et puis certains éléments certains éléments partisans du commandant du général Doué qui étaient sur place, parce que c'est eux qui ont dit à Doué que Abbaye veut forcer le passage, parler sur Mbayakro avec Zadi et leurs éléments. Et ce sont les Français qui ont cramé le char, un BTR 80. Ils ont cramé un nouveau BTR 80 qui venait d'arriver. Vous voyez? Et donc, c'est les Français qui ont cramé le char à Mbayakro. Et donc, il y a eu maintenant une empoignade entre les éléments de Doué Mathias et nous là, c'est-à-dire les éléments d'Abbaye. Et donc le président de la République, il a appris ce fait-là. Et donc c'est là qu'il a dit, bon, il ne peut pas laisser deux chefs militaires en train de s'empoigner sur une ligne de front, surtout qu'il y a eu des dégâts là-bas, il faut qu'il aille s'enquérir des nouvelles. Et c'est comme ça que le président de la République prend un hélicoptère et il arrive. Et quand le président arrive, ni Doué Mathias n'est là pour l'accueillir, ni Mangou n'est là pour l'accueillir, ni Bombé Denis n'est là pour l'accueillir. Il a trouvé sur place, dans une école, à l'école primaire, là, Zadi, Abbaye et puis les autres officiers. Le président quitte Abidjan, il vient et il ne trouve pas ses chefs militaires sur place. Les chefs militaires viennent trouver le président sur place. Ça laisse à désirer. Le président vient, aucun chef militaire n'est là. Et ce sont les chefs militaires qui viennent le trouver à l'école primaire, là où on nous a dit de nous rassembler pour pouvoir le recevoir et parler de choses, de ce fait-là. Et c'est quand le président est venu, quelques minutes après, Doué Mathias arrive derrière, et le président, il les a regardés comme ça, les gens venaient après lui, et là, il les a regardés, et puis, c'est là, Abbaye a dit, mais on va créer Garavo pour qui? Pour Doué Mathias ou bien pour le président? Et puis, ils ont commencé à rire. Le président arrive avant, c'est subordonné. Donc, on crie pour qui? Pour le président ou bien pour eux? Donc, maintenant, qui va crier? Parce que c'est le général qui devrait crier, avoir un fixe pour le président. Donc, mon commandant, oui. Mangou est arrivé avec Doué Mathias en retard. Ils sont arrivés en retard. Ils savaient que le président venait ou ils ne savaient pas? Ils savaient que le président venait. Parce que le président, avant de se déplacer, son protocole, son directeur de protocole prend la peine de dire d'abord aux gens, parce qu'il n'est pas venu directement à l'école, mais il est passé par Yamsokro. Il est passé d'abord à Yamsokro, et c'est de Yamsokro maintenant qu'il a pris l'hélicoptère pour partir. Et donc, eux, ils savaient que le gars, il arrivait là-bas. Et en plus de ça, l'incident qui s'est passé, aucun chef militaire n'était là pour pouvoir mettre de l'ordre. Personne n'était là pour mettre de l'ordre. Et c'est ce qui a énervé Abbaye. Abbaye dit, mais vous ne pouvez pas rester loin de là
et puis dire aux gens de nous empêcher de passer par les libérer notre pays pendant que vous-même là, vous n'êtes pas sur le front. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre pays ou bien c'est eux leur pays? C'est ce qui a énervé Abeille et puis il a voulu forcer le passage. Vous qui êtes censé donner des ordres, des orientations, vous n'êtes pas là. On prend des initiatives, vous nous contrecarrez et on paie un char. Vous voyez? Et donc quand le président est venu, les gars, ils ont trouvé le président là-bas. Et le président, il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait le président quand il est arrivé? Quand il est arrivé, il est entré à l'école primaire, il s'est arrêté, il a balayé tout le monde du regard, il a remué la tête comme pour dire, on peut compter sur vous. Et là, c'est ce qui a fait que Doué Mathias et Abeille, je vous dis, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sûr, on peut mentir sur un mot, c'est vrai. Mais là, je ne suis pas en train de mentir sur Doué Mathias. Doué Mathias en voulait à mort à Abeille. Doué Mathias en voulait à mort à Abeille. Parce que selon les échos que le président a reçus de la part du comportement du général Doué Mathias, c'était en tout cas, c'était quelque chose qui le mettait en mauvaise posture. Ça le mettait en mauvaise posture. Mais néanmoins, le président, il a calmé les esprits. Il a essayé de demander à tout le monde de mettre barre à terre et qu'on fasse ce front commun. Il n'est pas question de se diviser et tout ça. Mais Doué Mathias, je vous dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il est en haut là-bas, il est mort, c'est vrai. Paix à son âme. Mais son esprit entend ce que je dis là. Il avait commis des gars pour faire mal à Abeille, pour neutraliser Abeille. Vous savez dans quelle voiture Abeille il se promenait? Il se promenait dans une vieille 4x4 que un de nos collègues prenait pour aller payer, et comment on appelle ça, du charbon à Dabou là. C'est ça il prenait pour se promener. Pourtant quelqu'un qui avait ses véhicules, il a laissé ses véhicules là et il avait pris l'autre voiture, tellement que la voiture était vieille. Après on se moquait de notre collègue, on dit ah ta voiture est devenue un poste de commandement. Il a commencé à rire parce que c'est ce véhicule là que le mec que Abeille utilisait maintenant pour se déplacer dans Abidjan. Parce que Doué Mathias avait juré d'avoir la peau d'Abeille à cause de ce qui s'était passé à Mbayakro. Voyez, parce que le président de la République, il n'avait pas jeté les responsabilités sur quelqu'un. Il s'était contenté d'éteindre le feu, de calmer tout le monde. Mais il savait ce qui venait de se passer et il savait à qui était la faute et à qui incombait vraiment sur les dégâts qui venaient de se passer. Et donc, Doué Mathias, c'est là que l'adjudant Zilé, il est monté à la RTI comme pour dire à Touvoli, parce que Touvoli n'a pas soutenu Abeille. Touvoli, il a livré Abeille sur un plateau d'or au président de la République. Oui, Abeille, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire, quelles sont les initiatives qu'il veut prendre. Il a livré Abeille directement. Et c'est là que le président a dit non, on n'est pas là pour jeter la paix à quelqu'un. On est là pour combattre un ennemi commun. Donc mettez bas la terre, entendez-vous et essayez de voir ce que vous pouvez faire ensemble. Voilà comment après, il s'est entretenu avec, nous on est sortis, il s'est entretenu avec Abeille, avec Doué Mathias, avec Touvoli, avec, comment il s'appelle, avec Bombé, Bombé Denis, le gars de la police là. Ils sont entretenus, ils ont échangé, ils ont parlé. Parce qu'il y avait des policiers au niveau du CCAT là. Il y avait quelques policiers dedans de la BAE. On travaillait avec eux. Et donc voilà un peu ce que je peux dire sur cet événement là. Voilà, on a perdu le chat par la faute de Doué Mathias. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous êtes censé ignorer qu'en 2004, lorsqu'il y a eu l'opération Dignité, où ils ont détruit nos avions et que l'unité du général Poncé s'est retrouvée devant le domicile du président Gbagbo et que Mamadou Koulibaly, dans une conférence de presse, il a posé la question directe à Doué Mathias pour dire que on dit Alassane Ouattara est dans un char et que c'est un coup d'État et que vous êtes venu l'installer. Il a posé la question au général Bombé d'abord. Non, au général Poncé, le général français, il a posé la question que Alassane Ouattara serait dans un char et que c'est un coup d'État que vous voulez perpétrer. Et donc c'est pourquoi vous êtes venu devant le domicile de Gbagbo. Poncé, il a balbutié et après